Le skieur canadien Nick Zoričić perd la vie lors d'une compétition en Suisse. Papier White Birch dépose une offre finale contre les travailleurs et rencontre entre l'ONU et le président syrien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au bulletin de nouvelles de l'Université de Montréal. Le skieur torontois Nick Zoričić a perdu la vie pendant sa descente lors de la Coupe du monde en Suisse. Zoričić participait à l'épreuve de ski cross. Il en était au dernier saut de son parcours lorsqu'il a lourdement chuté et atterri directement dans le filet de sécurité qui se trouvait à sa droite. Il aurait subi un très grave traumatisme neurologique suite à l'intervention des membres de l'équipe médicale présente sur les pistes. Le Canadien a été héliporté à l'hôpital où son décès a été constaté. Rappelons qu'il s'agit du deuxième skieur à perdre la vie cette année. Le 19 janvier dernier, Sarah Burke a elle aussi perdu la vie après avoir subi une violente chute à l'entraînement. Le syndicat canadien des communications de l'énergie et du papier confirme que Papier White Birch a déposé une offre qualifiée de finale aux 600 travailleurs de son usine Stadacona à Québec. Les syndiqués sont à la rue depuis la fermeture des installations il y a de cela 3 mois. Le syndicat étudie l'offre, mais laisse entendre qu'il n'y a pas de doute l'information nécessaire en main. Il affirme qu'il manque notamment de solutions qui pourraient être mises en place pour conserver le régime de retraite des travailleurs. Plus près de chez nous maintenant, Carl-Antoine Héloux, hier, vous nous parliez du haut taux de suicide alarmant chez les Autochtones. Aujourd'hui, vous vous attaquez à la couverture du suicide dans les médias ainsi qu'au tabou qui l'entoure. En effet, Jacques Audrey, un tabou qui est palpable. Ce malaise prend source en 1999 avec la mort du journaliste Gaétan Giroir, qui a vraiment été le suicide le plus médiatisé de l'histoire du Québec. Des recherches avancent que, suite à la diffusion de la nouvelle, le taux de suicide aura augmenté significativement dans toute la province, notamment à Sainte-Foy, où la municipalité où le journaliste s'est donné la mort, où le taux de suicide annuel a été dépassé en seulement 38 jours après la diffusion de la nouvelle. Je vous ai donc préparé un portrait de cette situation, des causes, des conséquences et du rôle qu'ont à jouer les travailleurs de l'information. Au Québec, le suicide est un sujet plus que délicat. Pour les médias d'information, il s'agit presque d'un tabou, ce qui rend extrêmement difficile d'en parler. D'entrée de jeu, il est bien présent, ce tabou-là, dans les médias. Puis c'est même un casse-tête un peu pour nous de savoir comment gérer ça. Parce que d'un côté, on a la consigne non écrite de ne pas en parler. J'avais fait une série justement sur le suicide dans le métro, puis je pense que le titre, c'était justement « Le grand malaise », parce qu'on n'arrivait pas à parler à personne, on n'arrivait pas à parler aux autorités là-dessus, à la police, à Urgence Santé et même à des organismes comme Suicide Action qui ne voulaient pas nous alimenter sur le sujet sous prétexte que, puis c'est l'argument qui revenait systématiquement à tout le monde, c'est si vous en parlez, vous allez provoquer une réaction en chaîne, puis il va y avoir d'autres suicides. Le principal frein à la médiatisation du suicide au Québec et dans le monde, c'est l'effet d'imitation. Quand une personne qui est vulnérable psychologiquement est exposée à un suicide dans les médias ou même dans la rue, le message qu'elle reçoit, c'est « si lui ou elle peut le faire, moi aussi je peux ». Et surtout quand la méthode est détaillée ou qu'elle est très médiatisée. Donc, la barrière qui empêchait l'individu de passer à l'acte s'effondre. Et les statistiques le prouvent, le taux de suicide augmente dans les jours qui suivent. Malgré le danger d'aborder le sujet, le besoin de sensibilisation persiste. Surtout dans une société où, en moyenne, 3 personnes s'enlèvent la vie chaque jour. Je pense que les médias d'information ont un rôle éducatif, un rôle d'information. S'ils le jouent bien, il est important. Il est important dans la mesure où on peut informer les gens sur cette réalité-là, sur ce phénomène-là. Il est là. Ce n'est pas un tabou. Il faut en parler. C'est malheureux, mais c'est ça. Il faut en parler. Mais il faut en parler aussi en mettant en perspective le phénomène et en n'exploitant pas la dimension spectaculaire, la dimension sensationnaliste du phénomène.
Demain soir aura lieu la 14e série des Jutras, soirée récompensant les films québécois qui ont marqué l'année. Julie Mathieu, une soirée qui s'annonce très chargée. Le gala animé par Sylvie Moreau et Yves Pépetier pour la seconde année consécutive fait déjà beaucoup parler. En commençant par le film du réalisateur Philippe Falardeau, Monsieur Lazare, qui a 9 nominations, dont meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur pour Félag, l'interprète de Bachir Lazare, ainsi que pour ses acolytes Sophie Nélis et Émilien Néron, qui se retrouvent tous deux dans les catégories respectives de meilleur acteur et meilleure actrice de soutien. En plus de se trouver en compétition, le film Monsieur Lazare fait partie de la compétition avec la catégorie film s'étant le plus illustré hors Québec, avec, rappelons-le, sa nomination aux Oscars pour meilleur film étranger et son triomphe à la 32e édition des Génies à Toronto, où il a remporté 6 prix. Mais toutefois, la compétition s'annonce tout de même féroce. Le film Coteau Rouge d'André Forcier se retrouve avec 8 nominations, tandis que Café de Flore de Jean-Marc Vallée, lui, en a 7. Mais le mode de scrutin soulève encore beaucoup de critiques cette année. En effet, il y a 2 ans, le processus de vote qui était universel a laissé la place à un jury de 16 membres provenant de l'industrie cinématographique. Et selon l'avis de plusieurs, ils doivent souvent faire des compromis en laissant de côté plusieurs bons films au malheur de Roger Frappier, le producteur et un des fondateurs des Jutras. Il s'agit toutefois d'une soirée qui est forte en célébration. Je vous rappelle qu'elle se tiendra demain soir à 19h30 au Théâtre Saint-Denis. Et demain soir sera un soir également de première pour le Ballet de Québec. Tout à fait. C'est au Grand Théâtre de Québec que sera présentée la pièce intitulée La Belle au bois dormant, mise en scène par la chorégraphe Christiane Bélanger. C'est sous une musique originale de Dominique Laprise et le scénario de Dominique Martins que les 9 danseurs se donneront en scène. Et je vous le rappelle, ça a lieu au Grand Théâtre de Québec, demain à 15h. Et la pièce s'intitule La Belle au bois dormant. Merci beaucoup, Julie Mathieu. Ça fait plaisir. Une jeune femme de 26 ans est portée disparue depuis mercredi. Marie-Mélissa Langevin est sortie promener son chien en début de soirée et depuis, son entourage n'a aucune nouvelle d'elle. Alexis Stropiano, vous avez plus d'informations au sujet des circonstances de la disparition? Oui, Jacques Audrey, c'est aux alentours de 19h30 que la jeune femme est partie de son appartement à Sainte-Foy, aux alentours du campus de Laval. Elle devait rejoindre par la suite une de ses amies pour réviser, une amie de son programme de médecine dentaire, qu'elle n'a jamais rejoint. C'est quand seulement son compagnon a essayé de la rejoindre chez elle qu'ils se sont rendus compte qu'elle n'avait jamais atteint sa destination et ont donc prévenu les autorités. Et est-ce que la police de la Ville de Québec a déjà des pistes? Alors, il faut savoir qu'il y a une règle de 48 heures qui s'applique en cas de disparition. Simplement, après le signalement d'une disparition, la police ne prend en charge que 48 heures après l'enquête. Donc, d'après le porte-parole des services de police de la Ville de Québec, M. Serge Villeneuve, les recherches ne font que commencer. On a cependant quelques pistes à poursuivre. Tout d'abord, elle aurait été aperçue par une dizaine de personnes après sa sortie de chez elle, qui ont permis de retracer le début de son chemin peu après qu'elle ait quitté son logement. On sait aussi que son chien a été retrouvé à Cap-Rouge hier, à une dizaine de kilomètres de l'endroit où elle aurait été vue pour la dernière fois. Également, elle aurait effectué un achat à 20h15 dans un couche-tard à Sainte-Foy, ce qui situerait ici le dernier endroit où elle aurait été aperçue. Et comment réagit son entourage face aux pistes et à la nouvelle? Alors évidemment, son entourage est très troublé, se demande qu'est-ce qui s'est passé. Ses parents, d'ailleurs, qui viennent de Manche d'Épée, sont à Québec en ce moment pour suivre le déroulement de l'enquête. On a appris auprès de la personne qu'elle devait rejoindre, Madame Véronique Charret, que c'était une personne heureuse, qui n'avait au premier abord pas de problème et donc aucune raison de disparaître. Tout ceci laisse donc apparaître une disparition mystérieuse. Et donc, si jamais les gens ont de l'information à fournir, vous avez un numéro pour nous, Alexis? Alors, on a un numéro, effectivement, à joindre. Il faut savoir que Marie-Mélissa est une grande brune athlétique de 5 pieds 7. Elle portait, quand on l'a vue pour la dernière fois, un survêtement bleu marine, une tuque noire et bleue, ainsi que des collants de course noirs. Donc, si vous l'apercevez, vous pouvez contacter le 911 ou encore le 418-555-9111, qui est une ligne directe. Parfait. Merci beaucoup, Alexis. Je vous en prie.
Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut le bulletin nouvelle de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain.